Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'émission du jeudi. Vous êtes habitués maintenant, on va vous présenter les principaux rendez-vous sportifs du week-end. À mes côtés pour vous présenter cette émission, Alexandre Le Naour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. On va parler cyclisme avec l'un des gros événements du week-end, le 41e chrono des nations aux Herbiers. La fête du chrono qui a déjà débuté avec déjà des événements. Et pour nous en parler, on reçoit le président Thierry Adam. Bonsoir. Bonsoir. Et on reçoit également Nohan Coutan, responsable de la commission course. Bonsoir Nohan Coutan. Donc on va présenter cette nouvelle édition du chrono, mais on va aussi ce soir accueillir un tout nouveau chroniqueur que vous avez déjà vu dans 85 chrono en tant qu'invité, en tant que joueur et ancien capitaine de la Vendéenne Ring Hockey, c'est Erwan de Brouwer. Bonsoir Erwan. Bonsoir Aurélien. Et donc bien sûr vous viendrez dans cette émission nous parler Ring Hockey, forcément le sport que vous maîtrisez. On reviendra tout à l'heure sur le début de saison de la Vendéenne, sur un week-end Ligue des Champions qui s'annonce ce week-end donc, à l'Angelmière, à La Roche-sur-Yon. Mais donc, on va s'intéresser tout d'abord à ce chrono des nations qui revient aux Herbiers ce week-end. Donc la fête du chrono a débuté aujourd'hui par la randonnée pédestre. Il y a la foire expo qui ouvre demain matin. Mais non, donc on va se concentrer sur cette épreuve de contre-la-montre qui va débuter dès 11h dimanche. Thierry Adam, on a fêté les 40 ans l'année dernière. Ça a été gros événement, grosse organisation. Comment se présente cette édition 2023 ? Mieux. On n'avait rien à fêter, donc on disait ça va être un peu une transition. Mais bon, on travaille avec des jeunes, donc ils ont les bons contacts et on va vers ce qu'on a toujours voulu avoir, qui était peut-être un petit peu différent il y a quelques années, mais on sera dans une vraie course contre la montre. Autant chez les jeunes que chez les pros. Il y a un vrai plateau, il va y avoir une vraie bagarre. Chez les élites, Nohan vous les présentera, enfin vous en parlera, ils sont 7 ou 8 à pouvoir gagner, et ça nous plaît bien. Au niveau course, ça nous plaît bien. La fête fait le plein aussi, la fête du chrono va faire le plein, en tout cas la foire fait le plein avec 225 exposants. Il y a de l'originalité, donc tout ça nous plaît bien, et c'est nos deux points forts. La foire va avec le chrono, et le chrono va avec la foire, et c'est un peu notre ADN, et on est vraiment très content de ce qui va se passer. Il y aura une très très belle course dimanche, du début jusqu'à la fin. Il y en a 7 au total, c'est bagarre à tous les étages. Oui, parce que ça commence aux cadettes, cadets, puis ensuite on a les juniors, les espoirs, hommes et femmes bien sûr. Avant de laisser la parole à Nohan pour nous détailler un peu plus le plateau sportif, justement vous parliez un peu de la jeunesse qui arrivait dans l'organisation, ça se renouvelle un petit peu. On sait que Guy Gouraud était à cette fonction pendant de nombreuses années, il a stoppé cette année, on le salue d'ailleurs. Voilà, ça c'est... Parlez-nous un peu de cette organisation qui change un petit peu. Les anciens, quand ils arrivent à 70 ans, ils arrêtent, donc on est prévenus. Mais on a toujours les conseils de Jacques Pinault, qui a été mon prédécesseur. Les jeunes ont les conseils de Guy Gouraud, ils sont toujours un petit peu là. Mais c'est vrai que c'est bien de renouveler, parce que c'est un autre regard. On a changé, par exemple, pas mal de choses en communication. Voilà, on se modernise. Et puis on continue à se moderniser un petit peu partout. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avancer. Aujourd'hui, on doit se considérer avec un budget autour de 650 000 euros comme une entreprise. Donc on gère comme une entreprise. Il y a des commissions qui sont fortes, communication, animation, foire et puis course bien sûr, et chacun travaille tout au long de l'année. C'est un travail presque quotidien pour des bénévoles, et on est une quinzaine à travailler tout au long de l'année, et puis ça grossit, puis on devient 500 le dimanche avec tous les bénévoles. C'est aussi la force de l'ensemble de la fête du chrono, c'est ça, mais il faut renouveler, il faut mettre un peu de jeunesse, et vous allez voir qu'au niveau course par exemple, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Moi, je les ai regardés faire, et le président est très content. Il est même très heureux. Alors Nohan, justement, expliquez-nous comment ça se passe, comment on fait, comment on compose un plateau sportif pour un chrono des nations qui réunit quand même beaucoup de coureurs. Combien au total d'ailleurs ? Donc là, on est à 210 pour cette édition avec 370 demandes. Oui, on a un dur choix à faire. Et donc toute l'année, on est en contact avec les coureurs, avec les équipes. Et après, du côté des jeunes, c'est plus eux qui viennent vers nous pour dire je veux participer au chrono. Et ensuite, nous, on fait la sélection avec la commission course derrière. D'accord. Et alors pour ce qui est plus le plateau élite, là, on cherche forcément quelques noms, quelques têtes d'affiche. Comment ça se passe ? Ouais, c'est ça. Donc nous, on cible un peu les spécialistes de chrono pour ensuite les démarcher. Et puis, donc on contacte les équipes. Ou sinon, c'est les coureurs qui viennent eux-mêmes, et donc notamment la tête d'affiche qui est venue de lui-même en disant cette année, est-ce que je peux participer au chrono ? Donc forcément, on ne va pas le refuser. On va parler de lui, puisqu'on va parler de Remco Evenepoel, le champion du monde. Donc là, c'est lui qui a demandé à venir aux Herbiers. Donc le mi-août, juste après les championnats du monde, il voulait montrer son maillot aux Herbiers pour venir
tâché de faire mieux que 5e en 2021. Il a essayé de gagner dans l'épreuve élite. Il avait participé en junior et donc chez les élites en 2021. Donc ça sera la 3e participation en chrono. Et c'est la 3e fois qu'il court en France depuis qu'il est pro. Donc c'est vraiment une joie de l'avoir sur notre épreuve. C'est vrai que c'est une des rares occasions de montrer le maillot de champion du monde de contre-la-montre. On a vu à l'image il y a quelques instants le vainqueur de l'an dernier et le vainqueur d'il y a 2 ans, le Suisse Stephen Kuhn, qui ne sera pas là cette année. Mais Remco Evenepoel aura quand même de la concurrence dimanche. Qui d'autre sera face à lui? C'est ça. Donc il y aura Joshua Tarling qui a gagné aux Herbiers en 2022 dans la catégorie junior. Le Britannique. Et donc qui est pro donc depuis le début de l'année, qui est notamment champion d'Europe à 21 ans, donc ça montre le niveau. Donc je pense qu'il y aura vraiment un gros duel. On aura aussi d'autres spécialistes avec Michael Bjerg, 3 fois champion du monde chez les espoirs. Habitué des Herbiers aussi. C'est ça, qui a gagné un chrono au Critérium du Dauphiné cette année. Donc il peut lui aussi jouer la victoire, pourquoi pas dimanche, avec aussi de nombreux jeunes comme Alex Segard, champion d'Europe espoir, qui aurait pu d'ailleurs le faire chez les espoirs, mais qui a décidé de le faire chez les pros. Donc on a vraiment de nombreux spécialistes dimanche aux Herbiers. Et le champion de France également, Rémi Cavagna, qui revient aux Herbiers. Il était venu en espoir, en junior, et donc maintenant il sera là dans la catégorie Rennes, la catégorie élite. Qu'est-ce qui vous inspire ce plateau homme élite, Thierry Adam? Vous avez dit que vous avez laissé l'équipe travailler. Quand vous avez vu le résultat? Évidemment, quand au mois d'août ils m'ont annoncé Remco Evenepoel, on savait qu'on avait déjà entre guillemets quelque part gagné cette édition. Après que le plateau soit aussi relevé, que il y a un garçon comme Bissiger aussi qui peut venir se mêler à la lutte, qu'on puisse dire voilà, ils sont 7 ou 8 à pouvoir gagner, que des coureurs qui sont champions du monde demandent aussi à venir parce que finalement le contexte leur plaît bien, le parcours on l'avait fait un peu avec eux, on avait commencé avec Tony Martin à l'époque, le kilométrage, on avait enlevé le Mont des Alouettes, des choses comme ça, et aujourd'hui on est une référence mondiale, le chrono est une référence mondiale, et de plus en plus les spécialistes vont venir au chrono des nations. Donc là, on va pas parler de l'année prochaine, mais on va leur mettre la barre un peu plus haut, c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir un, on aura, là, on va dire 5 ou 6, mais un Van Aert, voilà, ils ont du travail. Ils ne peuvent pas se reposer sur leur laurier, même si effectivement c'est je sais pas, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, je sais plus, j'ai perdu au niveau des hôtels, donc... Non, ce qui est bien, c'est d'avoir un champion du monde, et puis c'est surtout l'envie qu'ils ont de venir, et le plaisir qu'ils ont à venir, et ça attire aussi les jeunes, parce que bon, ça n'a pas été facile, c'est Nohan et Dominique Soulard qui ont fait le choix de... Moi, ça m'arrive d'avoir... Je suis le président du comité de Normandie, pourquoi vous n'avez pas pris? C'est un choix par rapport aux performances. Aujourd'hui, il faut vraiment être performant, même chez les jeunes, pour être autorisé à venir courir au chrono des nations. Mais c'est ça, c'est le sportif, et on se rapproche du vrai sportif, comme on l'a toujours voulu, et je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. On continue à parler du chrono dans quelques instants, et notamment du plateau féminin qui est intéressant aussi cette année, mais on va parler Vendée Globe maintenant, puisque l'organisation a fait le point ce jeudi sur les candidats au 10e Vendée Globe qui s'élancera des Sables-d'Olonne le 10 novembre 2024. Les skippers avaient jusqu'au 2 octobre pour se porter candidat. Et on peut dire que ça se bouscule au portillon, puisqu'ils sont 44, mais pour seulement 40 places. Parmi ces 44, 18 nouveaux, 18 bisus. Il y aura 6 femmes également, 2 skippers en e-sport et 11 nationalités différentes. Des candidats qui doivent maintenant se qualifier en participant à des courses qualificatives et en terminant au moins une. La dernière, ce sera la New York Vendée les Sables-d'Olonne qui s'élancera le 29 mai. Et à noter que 6 équipages sont basés et se préparent en Vendée. On va écouter le président du Vendée Globe, Alain Leboeuf, au micro de Caroline Tronche. Dans le règlement, ce que l'on a prévu, c'est que chaque prétendant doit faire des courses, 2 courses qualificatives, une en 2023 et une en 2024 au minimum. Et puis, si les 44 avaient fait ces 2 courses qualificatives, après il y aura un processus de sélection, c'est-à-dire ceux qui auront fait le plus de 1000, donc ceux qui auront été les plus entraînés, en fait c'est ça le sujet, et donc qui sont le plus susceptibles de mieux résister à ce qu'ils vont devoir vivre pendant les 3 mois sur les océans du monde entier. Eh bien on prendra ces 40 qui ont fait le plus de 1000, donc qui ont eu le plus d'entraînement.
Alexandre, c'est à vous avec les premiers autres rendez-vous sportifs du week-end. Et oui, parce que du sport, il va y en avoir encore ce week-end en Vendée. En football, on va démarrer avec l'agenda de la Coupe de France, avec le 5e tour de la compétition. Ce week-end, 15 équipes vendéennes sont encore en lice et de très nombreuses rencontres programmées à domicile. La grosse affiche à suivre, c'est un duel entre une équipe de N3, Châlons, et une autre de N2, La Roche VF. Les deux petits poussets vendéens, à savoir Saint-Gilles-Saint-Hilaire et Landron de Saint-Georges, pensionnaires de Détroit, joueront respectivement deux clubs de Régional 3, Château-Gontier et Changé. Rencontre à suivre samedi et dimanche sur les terrains vendéens. Avant cela, en basket, rendez-vous dès ce jeudi soir à la Halle des Sports des Oudéry. La Roche Vendée Basket fait son entrée en Coupe d'Europe, rencontre face aux Polonaises de Gdynia, première des 6 rencontres de cette phase de groupe d'Eurocup pour les Tigresses. Ça commence juste après 85 chrono à 20h. Et puis ce week-end, on retrouvera cette même équipe du RVBC, cette fois pour le championnat, 4e journée de Ligue féminine des déplacements du côté de Villeneuve-d'Ascq pour les Vendéennes. Match programmé dimanche à 17h. À domicile, cette fois, c'est l'équipe Espoir de la Roche Vendée Basket qui vous donne rendez-vous aux Oudéry. Samedi à 17h15, le RVBC reçoit l'équipe de Douvres pour le compte de la 5e journée de National 2 féminine. En National 3 masculine, place ce samedi à la 6e journée. 2 rencontres à suivre sur les parquets vendéens. Derby entre Salertaine et Chaland-Riévy. Chambretot affrontera Saint-Rogatien-Nantes. À noter à l'extérieur les déplacements de Luçon-Saint-Gemme chez l'équipe de Tours. Et puis l'entente La Roche Basket BCY CEPA RVBC se rendra elle du côté de Cognac. Un dernier mot de basket avec un coup d'œil sur la Nationale 3 féminine, une seule rencontre à la maison. Pour cette 6e journée, c'est l'opposition entre Riévier et le Poinçonnet dimanche à 15h30. Hors des terres vendéennes, Chantonnay-Saint-Germain se rendra à Vertou, les Herbiers à Bressuire et enfin le Smash ira à Saumur. Et l'un des autres grands rendez-vous de ce week-end après le RVBC ce jeudi soir, l'équipe de la Vendéenne débute aussi sa Coupe d'Europe, premier tour de Ligue des Champions. Première rencontre face aux Italiens de Follonica, ce sera vendredi soir avant la deuxième et la dernière rencontre pour les joueurs de Marc Salicru, ce sera face aux Allemands d'Eringen à suivre dimanche à 14h, vous le savez, salle de l'Angelmière. Et on va en parler justement avec vous, Erwan. Donc pas de jingle encore, ça va venir pour la prochaine participation à 85 chrono, mais on va parler de cette Ligue des Champions de rink hockey. Mais avant cela, Erwan, donc on le disait, tout jeune retraité du rink hockey, vous qui étiez donc capitaine de la Vendéenne, la Vendéenne qui a débuté le championnat de National 1 Elite le week-end dernier face à Roubaix. On va revoir les images, une large victoire 8-2, donc face à un promu. On va dire que la Vendéenne a tenu son rang. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe de la Vendéenne version 2023-2024 ? La Vendéenne effectivement a tenu son rang avec une première mi-temps qui a été plus équilibrée qu'on pouvait le penser. Ils ont réussi à faire le pas sur ce début de deuxième mi-temps qui a fait du bien. La Vendéenne a été plutôt solide en attaque, un petit peu moins en défense. Ce qui a créé 2-3 occasions un petit peu chaudes. La Vendéenne a pu quand même compter sur un très bon Martin Blanco, donc qui rentre bien dans le championnat. C'est toujours important dans ce sport-là d'avoir un gardien qui est solide et c'est ce qui peut faire la différence. Maintenant, le jeu collectif de la Vendéenne et physique a fait la différence sur la fin du match. Donc cette nouvelle équipe va avoir encore des opportunités de pouvoir le prouver, va devoir encore évidemment progresser. C'est une équipe jeune qui s'est rajeunie, des nouveaux joueurs. Donc avec un blessé aussi, Manoumir qui vient d'arriver cette année, qui était blessé sur ce match-là, qu'on espère revenir vite, qui va faire partie des joueurs importants aussi de cet effectif. Donc on va voir ce que ça va donner, mais ça présage déjà d'une belle saison. Alors on va voir le classement, qui est assez simple, puisque c'était la première journée. Les vainqueurs sont devant, les perdants sont derrière. On va retrouver encore une fois les mêmes favoris. Il y a de grandes chances, ouais. Il y a de grandes chances qu'on retrouve les mêmes, évidemment avec la Vendéenne, Dinan-Quévert, Saint-Omer. Ploufragan cette année va être un peu je pense l'épouvantail de ces trois-là, qui est une équipe qui s'est très bien, qui a très bien recruté cette année. Coutras aussi, Noisy, c'est effectivement, on retrouve toujours ces 6-7 là. Mais est-ce qu'il y aura une équipe qui va réussir à venir chatouiller un peu les gros, ça on verra. J'ai été assez surpris par Roubaix quand même, j'ai trouvé, pour une équipe qui montait de N2, qui ont quand même bien posé des soucis, et je pense qu'ils en poseront encore sur l'année. Une équipe assez physique, rapide, qui lâche rien, donc il faudra se méfier de cette équipe là.
Alors en parlant de N2, on se rappelle que l'année dernière le Poiré en N1 avait stoppé la saison, donc redémarre cette année en N2. Un petit mot sur le Poiré Roller. Ouais, très belle victoire 7-2 contre une équipe de Tourcoing qui malgré tout était en N2 depuis un petit moment. C'est vraiment un bon signal qu'envoie le Poiré là, de gagner 7-2 à domicile avec Duarte Delgado qui était à la Vendéenne auparavant, qui maintenant est entraîneur-joueur et éducateur au Poiré, donc qui va essayer de relancer la machine au Poiré avec des jeunes aussi, Stan, Charles qui étaient aussi avant à la Vendéenne, maintenant qui sont au Poiré, qui sont des joueurs qui sont plutôt confirmés N2, avec des jeunes qui montent aussi au Poiré, qui ont fait des piges en N1 et en N2. Donc c'est plutôt une équipe, je pense, qui de base jouait plutôt le maintien. Maintenant, au vu de ce qu'ils ont montré le week-end dernier, autant sur le plan défensif qu'en attaque, je pense qu'on va pouvoir compter sur eux dans les premières places de N2. La montée, ça se faudra voir, mais ça va être une équipe à suivre en N2, ça c'est sûr et certain. On revient à la Vendéenne donc avec ce qui va se passer ce week-end à l'Angelmire. Week-end de Ligue des Champions, ça commence le vendredi soir pour les Lyonnais face aux Italiens de Follonica. Puis ensuite, Follonica affrontera les Allemands d'Heringen le samedi. Et enfin, la Vendéenne face à Heringen le dimanche à 14h. On va rappeler un peu comment fonctionne cette Ligue des Champions. Alors cette Ligue des Champions, elle est assez simple, hein. Il va y avoir, quand on parle de Ligue des Champions, là c'est un premier tour préliminaire. Les 2 premiers vont passer, il y aura un deuxième tour préliminaire et à l'issue de ce deuxième tour préliminaire, si jamais la Vendéenne se qualifie, à ce moment-là, elle intégrera la grande Ligue des Champions. Donc très clairement, il va falloir gagner au moins un match. Les 2 premiers vont passer, il va falloir gagner au moins un match pour pouvoir espérer passer au deuxième tour. Et donc sachant que le samedi, hein, vous voyez, il y aura un match également de National 1 féminine avec l'équipe Loire-Atlantique Vendée face à Coutras. Sur le papier, on va dire qu'Heringen, l'équipe allemande, est peut-être en dessous. Oui, potentiellement oui. Maintenant, Follonica paraît être l'équipe la plus costaude sur ces 3-là. Maintenant, oui, le match de dimanche à 14h va être probablement le plus important. Mais en même temps, le match de vendredi va l'être aussi, puisque s'il y a débâcle vendredi, on sait très bien comment ça peut se passer dans le sport, avec une perte de confiance, des mauvais passes sur un match peut coûter aussi le match du dimanche. Donc il va falloir être costaud tout le week-end, ça va être important, et en espérant que ça passe pour ce week-end-là. Alexandre, vous avez été à la rencontre de celui qui a récupéré le brassard de capitaine d'Erwan du côté de la Vendéenne, c'est Nathan Gefflot. Exactement, on a posé cette semaine nos caméras dans votre club, enfin votre ancien club, Erwan bien entendu. Il joue toujours. C'est vrai, mais plus dans l'équipe N1, effectivement. On a rencontré Nathan Gefflot, le meilleur buteur du championnat la saison passée, qui va occuper un nouveau rôle cette saison, celui de capitaine. Donc, l'occasion d'évoquer avec Nathan cette nouvelle responsabilité, de revenir aussi sur son bel été avec l'équipe de France et de parler des ambitions du club pour la saison à venir. Bonjour Nathan Gefflot. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est au Clubhouse de la Vendéenne, évidemment, votre club. Mais avant de parler du club, on va parler de quelque chose qui s'est passé pour vous cet été, puisque du 17 au 22 juillet dernier, vous avez participé au championnat d'Europe de rink hockey. C'était avec l'équipe de France, c'était en Espagne, et la France termine 4e de ce championnat d'Europe. Une défaite au tir au but face à l'Italie, c'était lors de la petite finale. Peut-être première question, Nathan, quel souvenir vous gardez, vous, de cette compétition ? Avant tout un bon souvenir, parce que forcément chaque compétition en équipe de France, en tant que sportif de haut niveau, c'est un souvenir qu'on n'oubliera pas. Après sur la compétition en soi-même, on a un peu le sentiment de frustration qui revient après la compétition, surtout après cette défaite, comme tu as dit, au tir au but pour la médaille de bronze. Donc on repart avec une 4e place qui est un peu frustrante par rapport aux bons résultats qu'on avait fait dernièrement, mais ça reste une bonne expérience personnelle et forcément un plaisir toujours de rejoindre l'équipe de France. Qu'est-ce qu'on apprend de ce genre de grande compétition ? En équipe de France, forcément, on joue que des joueurs de top niveau, hein, les meilleurs joueurs du monde, les meilleurs joueurs d'Europe. Donc c'est dans ces matchs qu'on apprend le plus, quand on joue l'équipe d'Espagne ou de Portugal notamment avec les meilleurs joueurs. C'est un rythme complètement différent de la France, donc là on apprend le rythme du très très haut niveau professionnel. Donc on retient évidemment le meilleur et on essaye de
de prendre ces matchs comme référence pour après les répéter pendant la saison. Si on passe maintenant du côté club, vous avez disputé, Nathan, votre 10e saison avec la Vendéenne. 29 matchs. L'an passé, vous avez disputé tous les matchs, les 21 du championnat. Et vous terminez aussi meilleur buteur de N1 Elite avec 31 buts. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, peut-être vous avez atteint le niveau que vous étiez fixé, ou en tout cas les objectifs sont remplis? Ouais, je pense que c'est la saison dernière, on peut clairement dire que c'est ma plus aboutie au club en première division en senior. Je fais une grosse saison, ce qui m'a valu la récompense d'être pris en équipe de France. Maintenant, je pense que c'est un très bon niveau que j'ai pu atteindre, mais je pense que je peux encore faire mieux. Il y a du travail et des marges de progression pour aller chercher, quand on voit le top niveau européen qu'on joue en sélection nationale. Donc c'est satisfaisant, mais quand on est sportif, on a toujours envie d'avoir plus. Donc continuer à travailler et atteindre des niveaux encore plus élevés. Bon, en tout cas, on vous le souhaite pour cette nouvelle saison, avec un effectif qui a vu le départ de plusieurs cadres, notamment le capitaine Erwan De Brouwer ou encore Duarte Delgado, qui est parti du côté du Poiré-sur-Vie. Quel va être votre rôle, à vous, finalement, au sein de cet effectif cette saison? Ouais, maintenant, je me retrouve à être quasiment un des plus anciens de l'équipe. À seulement 25 ans. Mon rôle, encore plus que l'année dernière, ça va être vraiment d'être un leader de l'équipe, si ce n'est le leader. Emmener les jeunes pour leur apprendre le haut niveau, leur apprendre à gagner des matchs, des titres. Parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas réussi à gagner des titres à la Vendéenne. Je remplace Erwan qui a fait quelques années en tant que capitaine. Donc c'est un privilège d'être capitaine de la Vendéenne. C'est un plaisir et je vais essayer de le remplir au mieux pour l'équipe de la Vendéenne. Ouais. Et puis cette année, la Vendéenne sera de nouveau en Coupe d'Europe avec la Ligue des Champions. Le premier tour, ce sera ici, du 13 au 15 octobre. On connaît déjà vos deux adversaires. Ce seront les Italiens de Follonica et puis les Allemands d'Eringen. Quelles sont vos ambitions européennes pour cette saison, justement, et cet exercice 2023-2024 ? L'objectif, c'est clairement de passer le premier tour. C'est le minimum qu'on puisse faire. On a un tirage plutôt abordable avec les Allemands qu'on doit battre, je pense, chez nous. Chez nous, c'est une équipe qu'on doit pouvoir battre. Les Italiens de Follonica qui reste une grosse équipe européenne, mais qu'on a les moyens aussi d'embêter chez nous. Donc je pense que l'objectif de l'équipe, ça va être clairement de gagner ces deux matchs pour passer au tour suivant. À 25 ans, j'imagine on a encore faim de titres. On en parlait en début de cet entretien. Il y a des objectifs à aller chercher. Quels sont-ils concrètement ? Ça va faire plusieurs années maintenant qu'on n'a pas réussi à gagner de titres. Donc forcément, quand on joue à ce niveau, forcément notre objectif c'est de gagner des titres. Même si on a un effectif qui est vachement renouvelé, donc ça peut prendre du temps, le temps d'adaptation, de se connaître en tant qu'équipe. Mais on va tout donner pour emmener, que ce soit la Coupe de France ou le championnat, au moins lutter jusqu'à la fin le plus longtemps possible pour être dans la course du titre. Et si tout se passe bien, on pourra terminer la saison avec un titre, ça serait fabuleux. Alors plus peut-être qu'à court terme, ce sera à moyen terme, justement, si l'effectif est en reconstruction, on peut peut-être viser un titre à 2-3 ans, ce serait peut-être ça finalement. Ouais, c'est ça, parce que c'est une équipe très jeune, très renouvelée, donc c'est pas une obligation cette saison, on va dire, de gagner un titre, mais c'est un projet sur 2-3 ans où on se doit de gagner un titre d'ici 3 saisons. Ouais. Et ben, en tout cas, on y sera peut-être pour vous voir soulever une coupe. J'espère. Merci Nathan Gefflot. Merci beaucoup. Et puis justement, à l'issue de cet entretien, Nathan avait une question pour vous. Erwan, on lui laisse la poser. Salut Erwan, donc je me demandais si ça allait pas être trop dur pour toi de venir nous voir jouer cette année sans être avec nous sur le terrain et comment tu allais vivre les matchs de l'autre côté du terrain maintenant. Je sais pas encore. Je sais pas encore. Si, il va forcément y avoir parfois peut-être un certain manque, ça c'est sûr, mais qui ne l'a pas connu. Je pense que si on pose la question à n'importe quel sportif qui a arrêté le haut niveau, que ce soit dans le vélo, que ce soit dans n'importe quel autre sport, évidemment que sur des belles soirées à l'Angelmière, ça va évidemment manquer. Maintenant, toujours été comme ça, et quand je prends une décision, j'y vais à fond. Donc mon choix a été décidé, et puis à un moment, il faut aussi laisser la place aux autres, que d'autres aussi prennent leurs responsabilités, prennent d'autres responsabilités, et c'est ce qui va les faire aussi grandir en tant que sportif et dans la vie aussi. Donc voilà, non, j'irai évidemment grand supporter, mais maintenant ma place est ailleurs, elle n'est plus en N1. S'il y a des belles soirées, vous serez de toute manière pas bien loin de l'autre côté de la barrière, mais oui, juste il y à a côté. de grandes chances, il y a de grandes chances.
Chrono des Nations, 41e édition ce week-end, enfin pour le contre-la-montre ce dimanche. On a parlé du plateau Elite Homme avec, on le rappelle, la présence du champion du monde du contre-la-montre Remco Evenepoel. Parlons du plateau Elite féminin avec vous, Nohan Coutan, puisque vous êtes responsable donc, de la commission course. Là aussi, du beau monde. Du beau monde avec notamment la championne de France, Sivan Carbaol, qui a remporté le maillot blanc au Tour de France, femme cette année. Il y aura aussi plusieurs concurrents de la FDJ Suez, Marie Lenette, Marta Cavalli, et notamment Lotta de Guest, double championne du monde e-sport de cyclisme. Alors e-sport, on rappelle, c'est du vélo virtuel, c'est ça. Vélo virtuel, mais on pédale quand même. Chez soi, mais on pédale et c'est pas facile, donc double championne du monde dans cette catégorie-là. Et aussi la championne d'Autriche, donc Christina Schoenberger, qui a terminé cette année 3e du championnat du monde. Qui sera favorite. Et 3e du championnat d'Europe, donc grande favorite. Elle enchaîne les places d'honneur, mais il lui manque une victoire, donc peut-être dimanche aux Derby. Là aussi, c'est plus facile d'attirer des noms du côté du plateau féminin, sachant qu'il y a aussi depuis plusieurs années l'égalité des primes entre hommes et femmes. Ça, c'est maintenu. Ah oui, ça c'est définitif, on ne changera plus. Enfin, je crois pas. Et c'est bien, je trouve ça très très bien. C'est sûr que ça, je pense que ça aide, ça vous a aidé, ça aide forcément. C'est pas une question d'argent, mais ça nous a donné une image. Et puis Marlène Reuscher, la première qui avait gagné au moment où on avait mis la parité entre les femmes et les hommes, avait été une belle ambassadrice parce que c'est quelque chose qui lui avait beaucoup plu, qui l'avait interpellée. C'était un peu pour ça qu'elle était venue voir ce qu'était le chrono des nations. Maintenant c'est devenu une des références mondiale, mais et elle reviendra. Mais je pense que chez les femmes aussi, ça parle beaucoup. Le cyclisme féminin est en plein développement. Le Tour de France féminin nous aide beaucoup. Il y a quand même de grandes courses féminines et tranquillement, ça rentre aussi de la même façon que les garçons. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais c'est normal. C'est le temps que les garçons ont mis à tous venir et avoir tous envie de venir aux Herbiers, et c'est le temps que les femmes vont mettre pour venir. Il va l'objectif, parce que il faut quand même que je les booste un petit peu. Ça va. Et on a il y a quelques Hollandaises qui s'arrêtent. Van Dijk avait gagné en dernier, vient d'être maman. Donc, mais l'année prochaine, on aura aussi quelques références au niveau mondial. Mais ça fait quand même 2 très très beaux plateaux et sans dépenser beaucoup d'argent. Ça, c'est important. Ah bah oui. C'est important. Nohan Coutan, vous parliez tout à l'heure des jeunes où il a fallu faire une sélection. Vous avez dû refuser du monde. Est-ce qu'il y avait quelques noms de coureurs à suivre, de peut-être futures pépites que vous avez déjà répertoriés? Il y aura notamment Hugo Boucher, qui a gagné en cadet l'an dernier en étant cadet 1, donc qui remet son titre en jeu dans la même catégorie et qui intégrera l'an prochain l'équipe AG2R, U19, donc une des références françaises, qui a notamment gagné le championnat de France avec un vélo de rechange, donc une histoire assez folle, donc il est l'ultime favori dans la catégorie cadet. On aura aussi chez les juniors Louis Leider, un Allemand qui a terminé 3e des championnats du monde et qui rejoindra l'an prochain les rangs de l'équipe Trek. Donc de bonnes références aussi pour ce coureur, avec de nombreux jeunes plein de talent. Alors, à noter une défection, parce que ça arrive toujours, des malades, des blessés. Lucas Grolier, qui ne sera absent chez les hommes, il a été victime d'un accident pendant l'entraînement. Un mot sur le parcours, pas de changement, on est toujours sur le même parcours pour toutes les catégories. Oui, on change. Chez les jeunes font le même parcours que les filles. Oui, on réduit, mais c'est le même parcours. Et après, pour les élites hommes, on garde le même parcours. À l'époque, c'est Guy Gouraud qui a tracé ces parcours. Et je vous disais tout à l'heure, il l'a fait au fur et à mesure, en discutant un peu avec les coureurs. On a enlevé à un moment le Mont des Alouettes qui ne s'imposait pas forcément, et c'était relativement compliqué pour couper une route nationale. Et le kilométrage, c'est pareil, on a réduit un tout petit peu d'année en année pour avoir un parcours qui aujourd'hui est vraiment de qualité, et pour l'avoir fait cette semaine, un peu au début, après c'est vraiment c'est merveilleux quoi. En voiture. Oui, vous l'avez pas fait en vélo. En vélo. Non, c'est fini. C'est plus de mon âge ces choses-là. 45 km 430 pour les hommes élites, un autre circuit de 27 km 230 pour les hommes juniors, les hommes espoirs et les femmes espoirs élites, et donc pour les catégories plus jeunes, 16 km 650. On passe toujours par les Herbiers, Saint-Paul-en-Paray, Le Boupère, Roche-Trejoux, Mouchamp, Saint-Prouan, pour les circuits du chrono 2023. Privatisé en plus. Privatisé. Route fermée, bien sûr. Seul petit changement cette année, puisqu'on est sur quand même un programme classique, pas de soirée de gala.
Non, il y avait pas de. On avait dit un peu de transition. Il faut aussi gérer comme une entreprise. Hein. On est une petite entreprise, donc il faut la gérer comme telle. C'est une année qui est un petit peu plus difficile sur le plan partenariat parce qu'il y a quelques entreprises qui commencent à rembourser le pré-Covid. On a perdu aussi quelques partenaires, mais peu. On en a récupéré d'autres. En revanche, la foire fait le plein. On a refusé des coureurs, on a refusé des exposants. 225 exposants. On a refusé une trentaine déjà. Donc on attend avec impatience qu'on puisse s'agrandir. Ça passe par des bâtiments à abattre. C'est en cours, mais on ne sait pas si simple que ça, mais ça ne serait tardé. Et après, au niveau de la soirée de gala, quand on a quelque chose à fêter, on peut essayer de le faire. Là, en plus, on avait de la concurrence. Il y a le rugby aussi. Il y a les matchs de rugby. Dimanche soir, on se servira de nos grands écrans aux Herbiers pour vivre le match de l'équipe de France juste après notre soirée bénévole, où en tout cas, tous les bénévoles viennent prendre un petit repas chaud et tout. Et donc, s'il fait beau, je pense qu'il y aura beaucoup de monde devant le France Afrique du Sud. Donc, mais pas de soirée de gala, mais pareil, voilà, ça nous permettra, par exemple, pour l'année prochaine, c'est le 40e anniversaire de la foire exposition. Bon, là, on fera peut-être une soirée de gala dans la foire. Très bien. Voilà, on va réfléchir. Le comité directeur va réfléchir après le chrono. Et j'ai oublié de le dire, bien sûr, le chrono à suivre en direct sur TV Vendée, dimanche après-midi, en tout cas, à partir de la course Femmes Espoir Élite. Il me semble. Et c'est ça. Les autres rendez-vous du week-end, Alexandre ? C'est ça, il y en a d'autres. La deuxième partie de cet agenda sportif avec du hockey sur glace. C'est la première rencontre à domicile en championnat pour le Hogli. Le hockey glace lyonnais accueille Colmar pour la deuxième journée de D2. Coup d'envoi de la rencontre à 18h30 samedi à la patinoire du complexe Arago à La Roche-sur-Yon. Un mot de judo aussi, puisque le Judo Club des Herbiers organise ce week-end son tournoi annuel interclub, une compétition qui regroupe toutes les tranches d'âge et les clubs venus de toute la Vendée. Rendez-vous dimanche au dojo des Herbiers. Avant vos rendez-vous de course à pied, un mot sur plusieurs rendez-vous à l'extérieur et d'abord en rugby. En fédéral 2, le FC Lyonnais se déplace sur le terrain de Mérignac pour le compte de la 4e journée. De son côté, le RC Sablé en fédéral 3 ira jouer le 15 de l'Erdre, relancement des deux rencontres dimanche à 15h15. Et puis en handball, Pouzauges est en déplacement pour la 6e journée de National 1 masculine, un très gros déplacement pour le PVHB sur le terrain du leader Rezé. On le rappelle, les Pouzaugais toujours sans victoire en ce début de saison. Match prévu à 16h dimanche. Et enfin, on termine avec un double rendez-vous de course à pied. Le premier, c'est la Vertolone, un trail au programme avec 3 formats, 5, 10 et 16 km. C'est organisé par le SEC Athlétisme entre les Sables, les Granges et la Forêt d'Aumagna. Le premier départ lancé dès 9h15 dimanche. Et puis le second rendez-vous, là aussi un trail, c'est celui de la Bultière du côté de Bazoges empaillé. 3 parcours, 9, 14 ou 22 km. Et ce sera là aussi dimanche à partir de 9h du matin. Et il nous reste un peu de temps pour tester les connaissances de nos invités avec le quiz. Alors Thierry Adam, Nohan Coutan, mais aussi Erwan, vous allez pouvoir peut-être jouer puisqu'on va parler vélo, mais je crois pas que ce soit votre spécialité. Mais donc Alexandre a concocté plusieurs questions, messieurs. Alors on va la jouer à la rapidité. Le premier qui donne la bonne réponse a gagné. C'est parti. C'est parti. Bon, puisqu'on a parlé de contre-la-montre, évidemment, le chrono des nations, on va parler d'un autre contre-la-montre, celui qui a eu lieu lors du Tour de France, le dernier Tour de France, qui a remporté le contre-la-montre individuel. C'est Vingegaard. Et c'est une bonne réponse de Nohan. Un demi-point, Pogacar deuxième. Une 37 d'avance sur Pogacar. Voilà, bon, le temps précis en plus. Chacun c'est tellement énorme sur un Tour de France qu'on est quand même obligé de le retenir. Alors, si on revient sur l'édition en 2022, vous aviez la chance d'avoir 4 champions du monde sur le parcours. Un point pour chaque nom, pour un champion du monde cité, peut-être. Sotterling, Ellen Van Dijk, Søren Varejkode et donc Tobias Foss. Ouais, alors là, on voit qu'il a 4 sur 4, travaillé. Parfait, on est obligé. Donc avec Ellen Van Dijk, c'est les ça. femmes, Tobias Foss, Joshua Tarling, et alors, le dernier... Varenjold, c'est ça, à peu près, comme ça. Le premier vainqueur du chrono en 82. Si je savais, j'ai... j'aurais dit... Erwan se prépare pendant ce temps-là pour les prochaines questions. Pétillot, quelque chose comme ça, non? Alors j'ai sur le site Gary Dowdell, Dowdell en amateur alors du coup à l'époque. Et la première vainqueur, alors cette fois chez les femmes, 87. Gianni Longo. Exactement. Gianni Longo. Combien de fois vainqueur alors? 6 fois. 6 fois. La dernière fois c'était en 2010. Parfait. Oh là là, incollable. Le dernier vainqueur français élite? Sylvain Chavanel, 2015. Ça va trop vite. 2014 pour Sylvain Chavanel. Et la dernière vainqueur chez les femmes? Française. Gianni Longo.
Non, Audrey Cordon-Rago. Exactement. Bonne réponse, Audrey Cordon-Rago. Alors C'est la ça. prochaine, elle est peut-être pour vous, Erwan. C'est ça, un mix alors entre nos deux sujets du jour, cyclisme et ring hockey. Ce sera la dernière question. Ce sera la dernière. Figurez-vous qu'un ancien coureur du peloton s'est lancé dans une carrière de ring hockey à sa retraite. Filippo Pozzato Et voilà. Bravo, en Filippo effet. Pozzato qui a pris sa retraite fin 2018 et qui a joué à Bassano parfait. en Italie. Exactement, vainqueur Ouais, de il est pas Milan-San Remo en 2006. d'ailleurs. Le ring hockey, je connais un petit peu parce que en Picardie, je regarde un peu au-dessus, mais qu'est-ce qui est champion de France cette année? Saint-Omer? Saint-Omer. Ouais, Saint-Omer. C'est ce qui me semblait. On peut compter un point peut-être pour cette année. Et donc un très bon point pour Erwan, bravo à tous, merci Alexandre, Merci, Aurélien. merci à vous, on vous souhaite une très belle 41e édition du Chrono, on rappelle en direct sur TV Vendée dimanche après-midi, merci beaucoup Erwan, Merci à vous. bravo pour cette première, et à Merci bientôt pour beaucoup. reparler ring hockey sur TV Vendée, et donc rendez-vous lundi matin. C'est ça, après le chrono, lundi matin, Après journal le des chrono, sports. dans le journal des Exactement. sports, dans la matinale avec vous Alexandre, et 85 Chrono qui revient également avec Alexandre lundi soir, très bonne fin de semaine à tous.